Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va laisser un petit peu le temps aux participants d'arriver. Voilà, donc 9h01, dans à peu près une ou 2 minutes, on va commencer de fait notre webinaire d'aujourd'hui. Voilà, bon, je pense qu'on peut commencer maintenant. Écoutez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans ce webinaire sur le nearshoring au Mexique, tremplin d'opportunités en Amérique, organisé dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes 2023. La salle qui est organisée annuellement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et vous pourrez retrouver du 25 mai au 10 juin plusieurs manifestations culturelles, économiques, cinématographiques et autres dans toute la France, sur tous les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Voilà. Pour information, ce webinaire sera retrouvé en replay sur Corelis, qui est le salon digital permanent du commerce international. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet et de donner la parole à nos intervenants du jour, sachez que Corelis, c'est la version digitale du réseau international d'Expansio. Expansio, c'est une société de développement international créée en 2008 et qui intervient partout en France, et pour laquelle j'ai l'honneur d'occuper le poste de chargé de développement commercial. Nous avons souhaité réunir tous nos partenaires de l'export, des experts basés dans plus de 60 pays, dans un format digital et collaboratif. L'objectif étant de mettre à votre disposition des entreprises rapidement et sans frais toutes les solutions opérationnelles qui répondront à vos problématiques et besoins dans le cadre d'un développement export. Voilà, je vous invite à vous inscrire et à vous promener sur le salon en fin de séance. Je mettrai le lien dans le chat qui sera dédié aujourd'hui à notre événement. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous sur le stand d'accueil. Nous pourrons vous guider le cas échéant et vous mettre en relation avec nos différents experts. Je reviens donc au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le développement du nearshoring au Mexique et les opportunités que cette modalité de déploiement génère pour nos entreprises. D'ailleurs, le président de CCI France-Mexique a souligné récemment que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que les tensions politiques entre la Chine et les États-Unis, offrent au Mexique une grande opportunité d'implantation pour les entreprises françaises. Il a ajouté que les hommes d'affaires français envisagent de déplacer des projets qu'ils avaient prévus en Asie, compte tenu de la position géographique qui permet le libre-échange avec l'Amérique du Nord, en raison du traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, le TMEC, dont nous parlerons plus en détail par la suite. Donc pour cela, nous allons échanger et débattre avec nos invités, que je remercie d'ores et déjà chaleureusement. Carlos Araujo, cofondateur de Eurolatamnic, donc société d'accompagnement au Mexique et expert Corelis Amérique latine. Bonjour Carlos. Bonjour Benjamin, bonjour à tous les panélistes et merci de nous accompagner et bonjour à tous les assistants. Merci Carlos. Lana Ravel, responsable régional Amérique latine et Caraïbes chez BPI France. Bonjour Lana. Bonjour à tous et merci encore pour l'invitation. Grand plaisir. Et Béatrice Hernandez, chef des affaires économiques de l'ambassade du Mexique en France. Bonjour Béatrice. Bonjour Benjamin, bonjour à tous les participants et bien évidemment à Carlos et Lana. Bonne journée. Merci Béatrice. Sachez que tout au long de notre webinaire, vous pourrez poser vos questions dans le chat. Un moment de questions-réponses se fera en fin de webinaire et nous tâcherons d'y répondre le plus efficacement possible. Voilà, donc chère Béatrice, on va commencer avec vous. Afin d'illustrer à nos participants le pourquoi de notre choix du nearshoring, est-ce que vous pourriez nous présenter plus en détail ce à quoi correspond le marché mexicain? Quels sont les chiffres clés? Merci Benjamin. Bon, je vais revenir, vous avez mentionné tout à l'heure dans l'introduction l'intervention du président de la Chambre de commerce franco-mexicaine, Xavier de Bellafont.
Je crois que c'est important de souligner que la situation économique et commerciale est confrontée à de profondes transformations, résultant déjà de la crise de Covid-19, bien évidemment de la guerre en Ukraine, mais aussi pour la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Nous assistons donc à une transition qui va de la globalisation et l'optimisation de la chaîne de valeur mondiale à une relocalisation des entreprises dans d'autres pays ou bien des régions qui sont plus proches des clients importants. Et c'est dans ces contextes-là que le Mexique est un atout pour les entreprises françaises. Bon, déjà, on peut se poser la question, pourquoi choisir le Mexique? Je vous donnerai 5 arguments principaux, vu le temps qu'on a. Si vous me permettez, on va partager l'écran. Voilà. D'abord, il faut tenir en compte que le Mexique est le premier pays exportateur en Amérique latine grâce à sa politique d'ouverture et de diversification commerciale. Nous avons un réseau de 14 accords commerciaux avec un accès préférentiel à 51 marchés qui représentent 70% du PIB mondial. Deuxièmement, la situation stratégique du Mexique. Nous avons un accès au marché de l'Amérique du Nord, mais nous sommes aussi une porte d'entrée privilégiée pour les marchés de l'Amérique latine et des Caraïbes, avec des connexions maritimes sur les côtes de l'océan Pacifique, du Golfe du Mexique et les côtes des Caraïbes. Donc, depuis le Mexique, et ça c'est très important, les industries ont accès aux principales destinations commerciales dans un délai moyen plus court et avec moins d'interruptions dans la chaîne de valeur. Un troisième élément à tenir en compte, c'est que le Mexique fait partie de l'accord commercial le plus important et le plus innovant au monde. L'accord avec les États-Unis et le Canada, connu comme TEMEC, permet le libre-échange pour tous les marchandises originaires de la région. En ce qui concerne la facilitation des échanges, l'accord comprend des dispositions qui facilitent et accélèrent la circulation et le dédouanement des marchandises et la transparence des procédures administratives. D'ailleurs, le Mexique, avec les États-Unis, est en train de réaliser un investissement de modernisation des frontières avec de nouvelles technologies de l'ordre de 3 milliards de dollars afin de faciliter le passage et les échanges sur la frontière nord du pays. Et pour cause, sur les 3000 km de frontières entre le Mexique et les États-Unis, circulent chaque minute des marchandises d'une valeur de 3 millions de dollars. C'est là, en fait les passages frontaliers les plus achalandés du monde, mais aussi les plus rentables. Un quatrième élément, c'est que le Mexique est le 9e pays bénéficiaire d'investissements directs dans le monde. Entre janvier et septembre 2022, les flux des IDE au Mexique en provenance de la France étaient de l'ordre de 758 millions de dollars, ce qui représente presque 70% d'augmentation par rapport à la même période en 2021. L'afflux de IDE ne cesse d'augmenter au pays. D'ailleurs, le ministère de l'économie du Mexique vient d'annoncer que selon l'information rendue publique, il a eu lors de ces derniers mois de 2023 17 annonces d'investissement par des entreprises qui totalisent un montant supérieur de 48 milliards de dollars. Parmi eux, environ 30 milliards seront investis cette année et le reste au cours des 3 prochaines années. Entre les plus médiatisés, et je suis sûre que vous avez écouté ou lire dans la presse, nous trouvons l'annonce de Tesla pour 10 milliards de dollars dans l'État de Nuevo León, ou bien l'investissement de BMW pour 800 millions de dollars dans l'État de San Luis Potosí au centre du Mexique. Cela démontre les avantages compétitifs du Mexique. Ça veut dire la stabilité des finances publiques et la force de sa monnaie, une infrastructure aérienne, ferroviaire, maritime et routière robuste qui nous relie au monde entier, en fait, main-d'œuvre jeunes et spécialisée, d'importantes incitations fiscales et le développement de micro, petites et moyennes entreprises insérées dans la chaîne de valeur. Dans ces contextes, les avantages de nearshoring au Mexique sont bien réels pour les entreprises françaises.
Le Mexique, avec des fuseaux horaires similaires aux ceux des États-Unis, est devenu une option de proximité idéale qui permet la communication et la synchronisation des tâches d'activité pour les entreprises. Et le dernier élément, dernier argument, c'est que le Mexique possède un capital humain jeune, productif et spécialisé. Environ chaque année, 1700 ingénieurs sont diplômés au Mexique. Et d'ailleurs, le Mexique se trouve dans les top 10 des pays de la OCDE avec le plus grand nombre de professionnels en ingénierie. Pour, et tout le monde le sait, que le nearshoring soit efficace, il est nécessaire qu'il dispose d'équipes hautement qualifiées et spécialisées. Et conscient de ces défis, le Mexique a mis en place, en collaboration avec le secteur privé, mais aussi avec les agences de coopération internationale, des formations en alternance, mais aussi des centres de formation spécialisés pour servir l'industrie, tel est le cas de 6 centres d'innovation qui ont été créés au Mexique grâce à la French Tech en collaboration avec Dassault Systèmes, seulement pour donner quelques exemples. Dans les diapos, vous pouvez aussi regarder un peu d'informations concernant toute la coopération éducative, universitaire et scientifique entre le Mexique et la France, qui date de plusieurs années. Environ 3000 étudiants mexicains arrivent toutes les années en France pour faire cette étude supérieure. Donc, on a une riche collaboration éducative franco-mexicaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice. D'ailleurs, Carlos, pour revenir vraiment sur le sujet nearshoring, quels sont les secteurs porteurs actuellement au Mexique? Est-ce que vous pourriez nous détailler ce qu'est le nearshoring et pourquoi il prend vraiment de l'ampleur, notamment dans le secteur industriel? Oui, bien sûr, Benjamin. Je vais partager mon écran. Alors, mais ici, c'est prêt. Oui. C'est bon. Alors, tout d'abord, rappelons les données concernant que Béatrice nous a données du Mexique. Non? Le Mexique, c'est la 4e économie mondiale. Pas très loin d'une taille des affaires très importante. Alors, et aussi le Mexique, c'est considéré comme comme les États-Unis, la Chine, le Canada, le Japon, ou la plupart des pays européens. Le Mexique est un pays exportateur de biens manufacturés. Vous les regardez ici en rouge. Alors, c'est pas une économie fiable, c'est une économie très, très forte. Et maintenant, parlons de nearshoring. Oui, le nearshoring, il fait d'une délocalisation des usines, mais c'est très important que c'est à proximité de votre marché. Alors, si vous voulez être proche du marché américain, vous pouvez penser aux États-Unis lui-même, au Canada ou bien au Mexique, qui c'est un pays voisin. Pourquoi le rapprochement de la production est-il nécessaire? Alors, on a parlé déjà des 3 facteurs principaux. Non? Le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis a généré une série de droits sur la production des biens fabriqués en Chine. Alors, ce n'est pas les mêmes questions avec le Mexique, non? Il est libre des impôts de douane. Et ici, vous pouvez regarder qu'avant la situation Covid, en 2019, un container provenant de la Chine aux États-Unis, il est presque un coût de $2,000 et un temps de 45 journées pour arriver aux États-Unis. Mais après la situation Covid et la guerre de la Russie et l'Ukraine, et 2022, les coûts se sont montés en flèche presque 5 fois et les temps de déplacement, c'est plus de 100 journées. Alors, ça c'est très cher pour la situation. Et si vous regardez le Mexique, c'est le pays plus proche pour remplacer ce type de situation. Alors, les dernières situations, c'est vraiment le chassement de la guerre qui a fait la guerre de la Russie contre l'Ukraine et qui a bloqué les zones d'accès et a modifié toutes les routes commerciales. Il comprend aussi les routes commerciales qui couvraient l'Amérique. Non?
Alors, pourquoi le Mexique, c'est le pays idéal, le choix idéal pour cette nouvelle délocalisation pour le marché américain? Tout d'abord, sa proximité géographique, comme on a dit. On est les pays voisins. Et ça réduit les coûts logistiques, non? Et aujourd'hui, un container du Mexique et des États-Unis, il a un coût de 800 dollars. Ça sert à rien en comparaison avec les 1000 et 10 000 dollars qui coûtent provenant de la Chine, non? Et il existe plusieurs des douanes terrestres, maritimes et aériennes pour couvrir les plus de 3000 km de frontières que le Mexique a avec les États-Unis. Alors, le deuxième, c'est comme Béatrice l'a dit, la situation de la main-d'œuvre qualifiée. Le Mexique est un pays avec de la population très jeune, 30 ans en moyenne, mais dispose aussi d'un avantage salarial par rapport aux États-Unis ou le Canada. Mais la main-d'œuvre est qualifiée et vous pouvez regarder ici que le Mexique il a le même niveau de gradués STEM, ingénieurs en tout cas, que la France ou le Canada. Non? Ça, c'est très important pour la zone industrielle de production. Et finalement, on a dit que le Mexique il a les traités de libre-échange le plus important du monde, que c'est l'ancien NAFTA ou ALENA, comme c'est connaît en France. Aujourd'hui, TEMEC, c'est en espagnol, mais sinon, il est connu comme les États-Unis, Mexique et Canada, et accord de libre-échange. Et finalement, on va parler de le volume d'échange du Mexique qu'il a augmenté avec les États-Unis. Aujourd'hui, ça c'est un tableau des derniers chiffres du mois de mars. Le Mexique, c'est le premier partenaire commercial des États-Unis. Il a eu une augmentation de 8%, et que la Chine, il a une réduction de 35% à ce moment-là. Non? Alors, et comme Béatrice il a dit aussi, le volume en 2022, il a presque 800 milliards de dollars à l'année, c'est-à-dire plus de 2 milliards par jour. Et la plupart de ces échanges sont des produits manufacturés. Alors, si on parle de quels secteurs industriels sont les plus importants, les 60% des exportations aux États-Unis, ils proviennent des secteurs de l'automobile et des transports. Ils proviennent aussi des matériels électriques comme des télévisions et l'informatique, tous les ordinateurs et les pièces des ordinateurs, les équipements industriels et aussi part de ce type de secteurs forts, et l'aéronautique et l'équipement médical. Alors, ici, vous pouvez trouver que c'est très industriel l'échange entre le Mexique et les États-Unis. Parfait, Carlos, merci beaucoup. Ce qui est important aussi de comprendre justement dans ces échanges, dans ces opportunités avec le Mexique, notamment par rapport à la France, c'est justement quelle est l'importance de notre pays sur le marché mexicain. Ce qui m'amène à ma prochaine question, chère Lana. Vous qui êtes constamment sur le terrain, quel est l'écosystème français sur place, son importance pour le marché local et comment BPI France soutient les PME françaises localement? Oui, absolument. Merci pour la question, Benjamin. Je veux bien, du coup, pour imaginer mes propos, le petit slide. Comme ça sera plus clair pour, Oui, pour tous nos participants. Merci beaucoup. Merci Benjamin. Donc, ce qu'on a tendance à dire généralement aux entreprises françaises et parmi lesquelles se trouvent nos clients et qui gravitent autour du Mexique. Et ce qui est positif, c'est qu'on voit un regain en ce moment, notamment qui est tiré par le nearshoring,
Et après une période de Covid qui a été beaucoup plus basse, là, on voit un regain. Et surtout, le conseil qu'on donne à chaque fois aux entreprises françaises, c'est de toujours bien s'entourer, d'être accompagné, de ne pas y aller seul. Donc, bien sûr, de s'entourer des acteurs institutionnels mexicains comme l'ambassade et le service, le département de Béatrice, ou autres également cabinets de conseil comme celui de M. Carlos Araujo, ou même bien entendu Extension. Mais déjà, il faut savoir aussi que vous avez d'ores et déjà un écosystème français qu'on retrouve dans tous les pays, mais qui parfois est extrêmement dense, notamment au Mexique, vraiment, parce que la présence française est immense. Juste pour vous donner un chiffre, que vous l'ayez tous, quand même, le premier employeur au Mexique, c'est Safran. Voilà, donc la France est quand même extrêmement bien vue dans le quotidien. Alors, je vois un message, mais on me dit qu'on ne m'entend pas très bien. Vous ne m'entendez pas très bien? Je ne sais pas si Benjamin, je ne sais pas, Béatrice, Carlos, est-ce que vous m'entendez bien? C'est mieux? De mon côté, ça va, oui. C'est mieux, oui. Monsieur Pilon, je suis désolée, je vais essayer de parler un tout petit peu plus fort pour vous dans ce cas-là. Donc, je vous disais effectivement, l'écosystème est extrêmement dense en France. Au Mexique, la France est très bien représentée, mais du coup, il faut y voir clair exactement de qui fait quoi. Et je pense que c'est toujours bien de le rappeler. C'est pourquoi nous, on a toujours tendance, BPI France, lorsqu'on se présente, à rappeler quel est le rôle exactement de BPI France et surtout quel est le rôle de tout cet écosystème. Donc, en fait, sachez que vous avez toujours, au sein de chaque ambassade de France, vous avez le service économique qui, lui, dépend du Trésor, donc Bercy, et qui a un rôle de soutien financier public et un rôle de coordinateur. Donc, les services économiques de l'ambassade sont directement impliqués sur des sujets de préconcessionnels, les sujets de FASEP, que je pense que tout le monde connaît, donc qui sont délivrés en fait pour des projets pilotes, notamment à visée environnementale ou durable. Et donc, tout ça, c'est directement décidé par Bercy et par, et forcément par conséquent par les services économiques des ambassades, qui sont toujours au service aussi des entreprises françaises qui auraient des questions, notamment pour vous donner des exemples, des questions sur des sujets douaniers, des sujets de normes, de réglementation, tout simplement aussi l'implantation d'entreprises françaises. Les services économiques sont toujours à votre disposition. Vous avez aussi au sein de l'écosystème français l'Agence française de développement. Donc là, c'est un petit peu autre chose. Mais il faut savoir que l'AFD est extrêmement bien représentée en Amérique latine. L'Amérique latine est une zone très importante pour l'AFD. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'Agence française de développement est une institution financière publique. Elle est là pour directement contribuer au développement des économies de pays émergents. Donc en fait, elle délivre directement des prêts auprès des États, mais l'AFD a également une branche qui s'occupe du secteur privé. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Proparco. Et donc, ils ont un rôle effectivement soit en dette, soit en equity, ils peuvent intervenir pour aider les entreprises, pas forcément françaises, mais elles peuvent l'être pour concrétiser des projets. Et puis enfin, bien entendu, vous avez Business France, que vous connaissez certainement, qui est l'opérateur public d'aide au développement des entreprises françaises à l'international, qui a ce rôle de conseil et d'accompagnement et qui est directement domicilié par l'ambassade. Et puis, il y a également, c'est pas affiché, mais vous avez également la Chambre de commerce qui, elle aussi, est présente au Mexique. C'est l'une des plus vieilles chambres de commerce implantées dans le monde, donc extrêmement bien représentée. Et puis, bien entendu, dans toute cette partie de rôle, conseil et accompagnement, vous avez Business France, vous avez la Chambre, mais vous avez aussi des acteurs privés comme par exemple le cabinet Eurolatam ou Expansio. Et puis, comment s'insère BPI France? Nous, en fait, on vient souvent en fait en complément de toutes ces activités de conseil et d'accompagnement que je viens de vous exposer. Et BPI France, il faut retenir ces trois choses en fait. On est à la fois le fonds souverain français, donc BPI France participe directement dans des entreprises, prend des parts de participation et rentre dans le capital. On est également une banque de financement, c'est quand même le plus gros de notre activité, on a plus de 80 000 clients, donc on finance à la fois sur le sol domestique, mais on peut aussi financer pour des entreprises françaises qui ont des ambitions à l'international, comme je vous donne un exemple, tout simplement vouloir acheter, tout simplement vouloir s'étendre au Mexique, ouvrir une filiale, acheter ou tout simplement un espace de stockage, c'est extrêmement large, mais on peut également financer un acheteur étranger d'un produit d'exportation français. Donc, ça concerne des biens amortissables, mais si vous êtes une entreprise française qui souhaite exporter un équipement ou une prestation de service auprès d'un acheteur mexicain, sachez que nous sommes en mesure de financer l'acheteur mexicain et on le fait à partir de 1 million d'euros. On peut aller jusqu'à 75 millions d'euros. Et puis enfin, dernier axe de BPI France, donc on est ce qu'on appelle dans le jargon un petit peu des assureurs crédits,
On est l'agence de crédit export française. Donc, chaque pays a sa propre ECA, Export Credit Agency, qui est là donc, pour prendre en garantie en fait, les contrats d'exportation des entreprises de son pays. La seule condition voilà, qu'il faut retenir quand même chez BPI France pour toute intervention, on est vraiment au service des entreprises qui sont implantées en France et qui donc ont un sirène français. La seule exception pour les entreprises qui n'ont pas de sirène français, ça sera dans le cas du crédit export. Donc, si vous êtes une entreprise mexicaine qui souhaite acquérir un équipement ou une prestation de service d'une entreprise française. Je vais le partage. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup, Lana, pour toutes ces précisions sur l'écosystème français au Mexique, justement, d'accompagnement de nos entreprises sur le terrain. Avec toutes vos explications à tous les trois, ce qu'on comprend, c'est que le Mexique, c'est une vraie terre d'opportunités pour un marché gigantesque qui est toute l'Amérique finalement. Parce qu'on a évidemment parlé des traités nord-américains avec le Canada et les États-Unis, mais il y a aussi beaucoup de traités bilatéraux avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Pourtant, on observe que les entreprises françaises, dans le discours, considèrent très peu ce marché. Comment vous l'expliquez? Là, j'ouvre la question à nos trois intervenants. Moi, je voudrais prendre l'exemple de l'industrie automobile. Et je vais partager mon écran pour qu'on puisse discuter un peu. Et ici, c'est une situation d'une industrie très forte et très développée au Mexique, non? Au sein du Mexique. Alors, on débute les chiffres du marché automobile en Mexique. Ici, c'est en espagnol, mais c'est pas grave. Et le Mexique, c'est le 7e producteur de véhicules, de voitures légères à niveau mondial, non? Il est à un niveau de plus de 3,5 millions. Ça signifie 2 fois la production de la France. Mais le Mexique, c'est aussi la quatrième place d'exportation de véhicules. Seulement derrière les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Et alors, ça signifie que l'industrie automobile au Mexique s'est focalisée dans l'exportation. Parce qu'on a l'industrie de base, on a les marchés très proches, mais on est prêt pour faire ce type de choses. Non? Et aujourd'hui, le Mexique, c'est le premier exportateur de véhicules aux États-Unis. Et pas le Japon, pas le Canada. Le Mexique, il a fait en le premier semestre de l'année dernière plus d'exportations aux États-Unis que tous les autres pays. Et ça signifie que c'est une opportunité très importante pour l'industrie automobile au Mexique. Presque toutes les marques automobiles, on a du signe au Mexique. Oui, et ici, ce n'est pas le nouvel investissement qui s'est financé avec Tesla, mais BMW, il a déjà les Japonais Honda, Nissan, Toyota, les Allemands Volkswagen et BMW sont déjà là-bas, Audi aussi. Stellantis, il a un plan en l'État du Mexique. Et les entreprises américaines, Ford et General Motors, et aussi les Chinois, comme les Jack, ils avaient des usines au Mexique. Alors, aujourd'hui, les principales, ce type de principales marques vont faire des investissements au Mexique, non? Tesla, comme Béatrice l'a dit, il a plus de 10 000 millions, 5 000 les premières années pour la Gigafactory, mais les BMW et les Chinois sont aussi en train de faire des investissements, non? Là-bas. Et dans ce type de situation, le Mexique, il a déjà annoncé 48 milliards de dollars pour l'investissement pour le 2023. Et dans ce scénario, la grande question, c'est l'industrie française
envisage de la même manière que les autres pays. Et la Chine, il a déjà investi au Mexique, continuer à vendre ses produits aux États-Unis, être le plus proche et les produits à meilleur coût. Non? Parce que ce n'est pas seulement la question logistique, c'est la question des droits de douane. Non? La France, il a également une grande opportunité de jouer un rôle de leader dans ce domaine et elle peut assister avec les services, avec les pièces détachées ou avec, bien sûr, la technologie. Et peut-être une usine dans les prochaines années. Et c'est ici que la France peut se proposer des solutions à la chaîne d'approvisionnement et de s'associer à l'industrie locale ou de s'implanter au Mexique pour faire partie de ce grand écosystème. Avec les partages et on peut discuter avec ce type d'industrie. Qu'est-ce que vous pensez, Béatrice ou Lana? Est-ce que les Français sont déjà dans cette industrie au Mexique? Oui. Enfin, je ne sais pas, Béatrice, est-ce que tu veux rebondir de suite ou est-ce que je... Non, vas-y, Lana, sinon je fais un commentaire à la fin. Oh, vas-y, je t'en prie, fais-le et je rebondirai derrière. Bon, je crois que les différents points qui ont été soulignés par Carlos, ils sont très importants, en sachant que de notre côté, nous sommes convaincus en tant qu'ambassade du gouvernement mexicain qu'il y a une grande opportunité pour remonter encore la relation économique, commerciale et des investissements entre le Mexique et la France. On a une relation stratégique entre les deux pays qui est très important au niveau politique, culturel, mais aussi économique, que c'est historique. En fait, la relation économique entre le Mexique et la France vient depuis les débuts des relations diplomatiques entre les deux pays. Et comme Lana a souligné au début, les plus importantes des entreprises françaises sont déjà installées au Mexique. Donc, on a presque toutes les entreprises de CAC 40, plus de 550 entreprises françaises déjà installées au pays. Donc, c'est vraiment dommage qu'on ne voit pas trop le Mexique comme un emplacement privilégié pour s'installer en Amérique latine. Peut-être qu'un message qu'on n'a pas réussi à transmettre correctement, c'est que le Mexique est un grand pays industriel, comme Carlos soulignait. C'est un peu la différence entre les économies des autres pays de l'Amérique latine. Le Mexique est vraiment un pays industriel et l'effet d'avoir les TMEC et la proximité avec tous les marchés de l'Amérique du Nord nous place dans une situation privilégiée dans les marchés les plus grands du monde, en fait. Il faut souligner aussi qu'il y a, c'est quelque chose qui n'est pas très connu aussi, c'est qu'il existe au moins 35 pôles de compétitivité au Mexique et 4 réseaux dans les pays, répartis entre 16 États. En fait, dans la carte que Carlos nous a montrée, on pouvait voir qu'il y a 16 États mexicains avec ces pôles de compétitivité qui peuvent être organisés, en fait, comme il est classé selon les paramètres de l'industrie 4.0. Donc, quelque chose à retenir. Vraiment, le Mexique est un pays industriel avec beaucoup d'opportunités. Carlos mentionnait le secteur automobile, mais on pourrait aussi mettre en avant le secteur aéronautique. En fait, on aura une délégation assez importante du Mexique dans le Paris Air Show en juin prochain. Et je vous invite à découvrir le pavillon du Mexique et tout l'écosystème aéronautique du Mexique. Vous allez voir que ça c'est très important. Et si je peux oui, rebondir du coup sur ce qui a été dit par Béatrice et Carlos. Moi, j'ai pris mon poste en novembre, donc ça fait maintenant 6 mois que je suis sur zone et que je découvre à la fois le Mexique, mais aussi l'Amérique latine et comment cette zone est appréhendée par les entreprises françaises. Une des raisons peut-être qui pourrait expliquer bien entendu pourquoi au final l'intérêt parfois n'est pas plus grand pour ce géant industriel. Bien entendu, je pense que c'est la distance aussi géographique qui joue énormément et parfois aussi une lecture qui est un petit peu biaisée et schématisée où
On a toujours tendance un petit peu, il faut le dire, quand même à opposer Mexique et Brésil, qui sont les deux gros géants qui pèsent dans cette région. Et c'est vrai, le Brésil est un mastodonte qui revient sur le devant de la scène, notamment politique, avec le retour de Lula. Mais du coup, ça crée, nous on le voit d'un point de vue de l'écosystème français, on voit une émulation autour du Brésil qui est justifiée. Mais c'est vrai que si on veut vraiment comparer et je l'ai remarqué notamment lorsqu'on a eu l'occasion de faire il y a un petit peu plus d'un mois de piloter une mission d'entreprise sur le secteur aéronautique notamment. On a eu l'occasion aussi de bouger dans plusieurs États. On a été en Baja California, à Tijuana, à Mexicali, puis on a été dans l'État de Querétaro, qui est un État également qui est très privilégié pour des implantations de sites industriels. On a visité les sites de Safran, Airbus, Honeywell, et tous les participants, donc c'était des exportateurs français qui travaillaient donc dans le secteur de l'aéronautique et du spatial, nous ont fait cette même remarque. On ne s'attendait pas à un tel niveau, en fait. Et c'est vrai que ce qu'il faut vraiment mettre en avant, je pense, c'est la qualité de la main-d'œuvre industrielle, qu'on ne soupçonne pas forcément lorsqu'on ne s'attarde pas sur le Mexique, alors qu'en fait, une fois qu'on est sur le pays, c'est absolument évident. Vraiment, quand vous voyez les usines, vraiment comme elles sont montées, la logistique, les infrastructures qui sont mises en place, et souvent on voit des schémas justement où le but, c'est que cette main-d'œuvre continue de monter en compétences. Par exemple, nous, voilà, on a eu l'occasion de visiter à Querétaro un site justement universitaire qui forme les ingénieurs qui derrière vont travailler dans les sites d'Airbus. On voit une complémentarité entre les pôles de compétitivité, les universités et les industries derrière. Et vraiment, ce qu'il faut retenir du Mexique, c'est que non seulement c'est un géant industriel, mais c'est un géant qui est solide. Et vraiment, qui parfois, cette image qu'on peut avoir de l'Amérique latine, quand on ne la connaît pas bien, et parfois même du Mexique, que c'est une zone qui est en proie à des instabilités politiques, sociales, économiques. En fait, on oublie derrière que le Mexique est vraiment, c'est une continuité, une force de frappe industrielle qui est solide et qui continue vraiment. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir sur ce continent, sur le Mexique. Et nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant chez BPI France. Et on est ravis d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, Béatrice, effectivement, à l'occasion du Bourget, un grand nombre d'entreprises mexicaines et d'autorités font le déplacement parce que justement, pour mettre en avant leur savoir-faire en matière aéronautique. Et BPI France, en collaboration avec l'ambassade du Mexique en France et les équipes de Béatrice, nous organisons donc un forum d'affaires France-Mexique qui se tiendra donc la journée du 22 juin dans les locaux de BPI France. Donc, on travaille main dans la main avec Béatrice pour cet événement. On est très fiers de le faire parce que c'est la première fois qu'on le fait. Et c'est aussi l'occasion de dire tout simplement ouvrez les yeux sur ce pays parce que le potentiel, il est là et puis il est avéré depuis des décennies maintenant. Voilà. Exactement, parfait, parfait. Merci beaucoup, Lana. Et je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir, mais en tout cas, je pense que ça illustre plutôt bien, si vous voulez, ce que j'essayais de montrer finalement, de pourquoi les entreprises françaises devraient s'intéresser un peu plus au Mexique, au même titre que, que le Brésil peut-être, voire plus, notamment avec tous ces traités. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment finalement peut-être un engouement de la part de nos PME tricolores, mais qui peut encore être plus exploité. Hein, c'est bien ça, vous confirmez, Elana? Absolument, absolument. Ok, parfait, super. Du coup, on comprend vraiment que le nearshoring est une opportunité vraiment pour le développement des courants d'affaires au Mexique et aux quatre coins de l'Amérique. Est-ce que peut-être Carlos ou Béatrice ou Lana, vous aviez d'autres peut-être arguments à mettre en avant sur cette opportunité qui est ouverte justement aux entreprises en toute l'Amérique via le Mexique? Oui, j'ai vu des questions de ce que le secteur est plus important, non? Je vais partager une dernière fois l'écran pour montrer deux ou trois informations complémentaires pourquoi le Mexique il a une grande opportunité maintenant, non? Plus que déjà existant. Alors, ça c'est si vous pensez en les secteurs que la Chine est aux États-Unis et qu'aujourd'hui le Mexique est aussi très fort et qu'il peut prendre la part de la Chine ou échanger les usines de la Chine au Mexique, des usines chinoises aux usines mexicaines,
il va continuer dans les secteurs industriels, bien sûr, non? Dans toutes les machineries, dans toutes les machines pour l'industrie, tous les biens durables comme l'électronique, les ordinateurs et tout ça, les véhicules et les autoparts et les parcs d'attachés des automobiles, des voitures, et aussi les vêtements, non? Ici, les accessoires de vêtements, tous les secteurs de luxe, plus marché. Et le Mexique, il a aussi des ressources naturelles propres qu'il peut faire des choses avec le combustible et des ressources et des bois au charbon. Cette 10 catégories, il représente les 56% des importations des États-Unis. Alors, dans ce type de secteur, le Mexique peut faire un effort additionnel pour prendre plus de portions du marché américain. Mais aussi, il a une deuxième situation, non? Comme Béatrice il a dit, les accords les plus importants, c'est le Mexique avec les États-Unis et l'Amérique, le TEMEC. Mais le Mexique, il a aussi 6 accords avec d'autres pays d'Hispanoamérique, de l'Amérique latine qui parlent l'espagnol, avec le Pérou, le Chili, la Colombie, le Uruguay, le Panama et toute l'Amérique centrale. Mais le plus important, c'est l'accord de libre-échange qui existe avec l'Union européenne. Alors, c'est pas seulement de vendre au Mexique. Il a l'opportunité d'acheter des produits mexicains et de relancer ce type de bénéfices dans l'Union européenne. Non? Cet accord, il existe déjà depuis l'année 2000. Il est en train de faire une mise à jour, mais ce type d'accord bénéficie la vente ou l'achat des produits mexicains. Et finalement, pour dire que Eurolatam Link, il est prêt pour vous accompagner dans l'exploration de ce type de nouvelles opportunités, non? Aussi, si vous êtes déjà une entreprise que vous êtes prêt pour l'expansion dans ce nouveau type de marché, on peut vous accompagner. Et si vous avez déjà une business là-bas, une commercialisation ou des affaires, et on peut aider à booster votre exécution de ce type de business et on peut vous accompagner dans les réseaux Coelis on partage avec Expansion et tous les autres partenaires. Parfait, merci beaucoup Carlos. Donc si je résume finalement un petit peu tout ce qui a été dit au cours de ce webinaire, c'est vrai qu'on comprend que le Mexique est une terre d'opportunités vraiment pour nos entreprises sur aussi bien l'Amérique du Nord que l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, notamment via ces différents accords commerciaux, comme tu viens très bien de le montrer Carlos, mais aussi il y a beaucoup d'avantages compétitifs que le Mexique présente, notamment comme Béatrice l'a montré, au niveau logistique, au niveau de main-d'œuvre, au niveau des avantages fiscaux. Un capital humain très jeune et très qualifié, hein, avec notamment des importants accords d'échange, de programmes d'éducation entre la France et le Mexique. On peut aussi noter donc des importants changements de coûts, hein, et de temps dans tout ce qui est la partie logistique, hein, et tout ça au niveau mondial sur lequel le Mexique du coup prend un ascendant et des avantages pour les entreprises françaises, avec du coup des secteurs porteurs qui sont notamment les secteurs donc automobiles, vous l'avez dit, aéronautique et spatiale, la partie aussi, Carlos, tu l'as montré, des transports, du matériel électrique, des équipements industriels et médicaux. En sachant que voilà, le Mexique est le premier exportateur aux États-Unis, par exemple, d'automobiles. Et il y a beaucoup d'investissements qui sont faits aussi sur le territoire. Et ce sont des opportunités justement pour les entreprises qui vont se déplacer et avoir des activités au Mexique. En sachant que c'est donc le Mexique est une région qui est vraiment tirée en avant par cette question du nearshoring.
Et la France a un atout à jouer sur ces questions-là, comme vous l'avez tous montré, surtout toi, Lana, avec justement cette vision peut-être un peu stéréotypée que malheureusement on peut avoir, que les grandes entreprises, elles, ont compris qu'il fallait passer outre et que nos PME vraiment peuvent passer ou surpasser ces a priori pour vraiment décupler leur capacité, non seulement au Mexique, mais sur toute la zone Amérique du Nord et Amérique latine, avec de nombreux acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, privés, publics, qui peuvent vraiment vous accompagner. Et Lana, tu l'as très bien dit, c'est vraiment important d'être accompagné. Et, bah, aujourd'hui, tous nos intervenants, Expansio compris, sont à votre disposition pour cela. Je pense que ça résume assez bien ce qu'on a pu dire pendant notre webinaire. Il y a quelques questions qui sont posées dans le chat. Alors, ce sont des questions voilà, qui vont être ouvertes à chacun de nos intervenants. N'hésitez pas à prendre la parole. Donc, il y a une première question de Victor Maldonado qui a été répondue une première fois. Mais il y a un complément, justement, Victor nous dit également, notamment par rapport aux secteurs qui sont vecteurs de transition énergétique et quid de l'agriculture. On peut se poser la question justement de l'agriculture. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ce secteur? Bon, si je peux me permettre, on a une bonne relation commerciale aussi au secteur de l'agriculture, mais encore une fois, je crois qu'on n'a pas encore arrivé au niveau où on devait bien être. On a bien évidemment l'accord global entre le Mexique et l'Union européenne. En fait, un nouveau accord a été déjà négocié. On attend pour la ratification de l'accord global de 2000. Donc, on espère qu'avec ces nouveaux accords, on aura encore une augmentation de relations commerciales dans le secteur agro. Mais c'est vrai que les échanges continuent. Des deux côtés, soit des produits mexicains qui pourraient arriver en France ou de France au Mexique. Et on a une très bonne relation avec soit le ministère de l'Agriculture et le secrétariat d'Agriculture au Mexique. Donc, il y a un grand potentiel, je peux dire, je confirme. On espère qu'on pourra en monter encore plus. Ce n'est pas le même niveau de relations commerciales qu'on a dans les côtés industriels, ça c'est clair. Merci Béatrice. D'ailleurs, Victor complète sa question plus voilà, sur les secteurs manufacturiers extractivistes mexicains en demandant quelles sont les attentes vis-à-vis des IDE pour élever la qualité environnementale et sociale de la production pour l'export. Est-ce que Carlos ou Béatrice, Lana, est-ce que vous souhaitez apporter des compléments d'information sur les secteurs manufacturiers extractivistes au Mexique? Si j'ai bien compris, ce sont comment les relations commerciales, les exportations se traduisent en développement économique et social, si c'est bien ça? Oui, il y a cette partie justement de qualité environnementale et sociale par rapport à ces productions pour l'export. Bon, il y a un vrai compromis de la part du gouvernement du Mexique pour la transition écologique. Donc, ça, c'est clair. Déjà, en fait, je disais un peu dans la première réponse que un des secteurs prioritaires, c'est le secteur de l'énergie renouvelable et ça s'applique pour toutes sortes de secteurs industriels et agronomiques, en fait. Donc, oui, déjà, c'est une réponse. Et pour le social, bon, ce gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador a bien mettre en clarté que la priorité principale, c'est le développement social. Et il y a un effort du gouvernement de développer les différentes régions du pays.
quand on pense au secteur industriel au Mexique, on pense, c'est vrai, toute la région frontalière, les villes comme Mexicali, Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo León ou bien Guadalajara. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres régions qui sont bien développées, mais les Sud, on a toujours beaucoup à faire. Et c'est pour ça que le gouvernement a mis des projets emblématiques pour le développement de la région sud du pays. Déjà, les trains Maya et aussi la connexion intrasismique qui va relier le golfe du Mexique avec le Pacifique. Donc, il est prévu 10 pôles industriels sur toute la zone du sud du Mexique pour vraiment aider tous les États qui sont installés de ce côté-là et pour le développement social et économique de ces régions du pays. Donc, c'est un oui, il y a un vrai intérêt pour le développement social grâce aux exportations et au développement du secteur manufacturier. Parfait. Si on parle du côté environnemental, et si vous regardez en profondeur les investissements dans le secteur automotrice, tous les investissements sont pour faire des véhicules électriques. Alors, c'est ça que les États-Unis et que la nouvelle ordre environnementale et globale demandent. Et c'est pour ça que le Mexique il va être le pôle plus puissant des automobiles électriques dans la région. Alors, l'équipement de BMW, c'est produits électriques. Les Gigafactory de Tesla, c'est pour produits électriques. Les investissements chinois, c'est pour produits électriques aussi. Et bien sûr, que prendre des situations de proximité de lithium et de tout ça pour faire des batteries. Mais les nouveaux investissements dans le secteur industriel, c'est aussi lié dans le secteur environnemental des véhicules électriques. D'accord. Vraiment une volonté d'être un fer de lance de ce côté-là, du coup, sur l'électrique, les véhicules électriques. Il y a également Carlos Pellegrina qui pose une question. Voilà, les discussions sont surtout sur les secteurs industriels. Est-ce que vous voyez aussi des perspectives de croissance de la relation bilatérale France-Mexique dans le secteur culturel et celui du tourisme? Si je peux me permettre, je n'ai pas la réponse à toute la question, mais je pense que dans ces cas-là, ce qui est bien, c'est d'avoir en tête que Atout France, donc, qui est chargé de promouvoir justement le tourisme français à l'international, mais qui aussi s'occupe justement toujours des relations bilatérales touristiques entre la France et son pays d'accueil, donc là en l'occurrence le Mexique. Donc Atout France a un bureau à Mexico City, dans l'ambassade de France, et je pense que pour avoir un regard très détaillé justement sur ce sujet-là, parce que leur rôle, c'est aussi de recevoir justement des délégations de France qui viennent au Mexique pour parler du tourisme, c'est bien de contacter Madame Mélanie Belin, donc, qui est responsable Atout France au Mexique. Donc voilà, je vous note dans la conversation, mais je pense qu'elle pourra aussi vous apporter des éléments beaucoup plus précis. Mais après, voilà, j'ai pas toute la réponse à cette question. Merci Anna. Béatrice, tu voulais compléter? Oui, bon, ce n'était pas vraiment le sujet de ce webinaire, mais bien évidemment, la relation stratégique entre la France et le Mexique passe aussi pour la culture et le tourisme. On a plein de manifestations culturelles entre les deux pays. En fait, l'agenda de la semaine de l'Amérique latine et les Caraïbes est plein d'événements culturels et vous allez voir comment la relation franco-mexicaine est bien remplie. Donc oui, ça passe pas pour beaucoup pour le culturel. Le Mexique est invité, il fait partie des festivals de ciné, il y a des expositions tout le temps à Paris. En fait, on attend une grande exposition au Quai Branly sur les Aztèques. Donc, on a eu une exposition sur les Olmecs aussi dans le Quai Branly il y a un an. Donc, oui, ça augmente tout le temps. Donc, c'est un des secteurs aussi preneurs pour la relation stratégique et aussi pour le tourisme. En fait, le Mexique et la France, nous sommes des géants touristiques. Tous les deux pays, on est des pays qui ont beaucoup de sites classés patrimoine mondial à l'UNESCO. Donc,
c'est très, très riche. Je vous invite aussi à regarder un peu la page Internet de l'ambassade parce que mes collègues qui s'occupent de tourisme ont fait un travail merveilleux pour promouvoir tous les sites mexicains et essayer de faire venir beaucoup plus de Français au Mexique. Et donc, du coup, un marché porteur également sur ce côté-là. J'ai également une question de Clovis Pilon qui demande quels sont les plus gros challenges auxquels doivent faire face les entreprises étrangères lors de leur implantation sur le marché mexicain. Question libre, donc sentez-vous voilà, Carlos. de notre côté, c'est intéressant parce qu'on a vu que Clovis est déjà implanté au Mexique, non? Dans la ville de Monterrey. Et oui, sa ville a attiré beaucoup d'investissements dans les derniers mois. Mais pour nous, les grands challenges, c'est peut-être pour les petites et moyennes entreprises, les PME françaises, c'est de prendre ces challenges en 3 étapes. On débute de faire la connaissance du Mexique, parce que c'est vrai que si on discute avec les patrons des PME françaises, l'Amérique latine et le Mexique, c'est pas très connu, non? On a un cliché comme Lana l'a dit, et c'est très important de faire la connaissance et de regarder si le secteur dans la PME est déjà inscrit, il a l'opportunité au Mexique, et pour le marché des États-Unis ou pour le marché hispano-américain. Après, c'est de lancer une négociation commerciale avant de faire l'implantation. L'implantation, c'est un plan à long terme, non? Que c'est pas facile pour les PME, mais faire la commercialisation ou faire une joint venture, une alliance avec une entreprise mexicaine, un PME mexicain, peut être l'option viable pour les PME français. Alors, il a un savoir-faire très important de la technologie et des services qui peut aider à les entreprises françaises et qui peut aider à les entreprises mexicaines. Et les entreprises mexicaines, il a déjà un marché, il a déjà une place dans la chaîne de valeur et dans la chaîne de production qui peut ouvrir les portes à les PME français. Non? Et c'est à la fin, c'est après de tout ce type de relations que l'implantation est disponible. Aujourd'hui, le Mexique est pris par sol de toutes les grandes entreprises industrielles du monde. Alors, tous les parcs industriels, tous les espaces, les warehouses sont déjà prêts. 80% sont prêts pour des entreprises chinoises, des vêtements, des commerces, de l'industrie automobile, de l'industrie, de tous les types d'industries, mais il a aussi des entreprises européennes, il a aussi des entreprises américaines qui sont une relocalisation de son commerce, de ses usines asiatiques, non? Alors, mais le Mexique, il va continuer à grandir. Et après 2 ans, vous pouvez regarder si c'est très intéressant de faire l'implantation sur le marché ou pas. D'accord. Donc, vraiment important de bien connaître le marché local avant de s'y lancer. Et je pense que ça va répondre aussi à la question d'Andrés Echeverry qui pose une question voilà, plus focalisée sur son cas spécifique. Pour ça, je pense que ça peut être intéressant d'échanger avec nos intervenants par la suite. Voilà, il nous reste une petite minute avant la fin de notre webinaire. Et de toute façon, vous verrez, on parle, Andrés Echeverry pose la question des dispositifs d'accompagnement pour entrer en contact avec des fournisseurs potentiels mexicains. Mais voilà, je vous invite, Andrés, à vous inscrire sur Corylist notamment pour échanger avec Expansio par la suite ou avec Carlos. Vous transmettre également peut-être potentiellement les contacts de Béatrice et Lana. Mais voilà, on est à votre disposition pour aller un peu plus loin dans
dans vos cas plus spécifiques. Même chose pour David Alvarez qui posait la question des principaux partenaires en Europe. Voilà, David, je vous invite également à vous inscrire à Corilis pour qu'on échange un peu plus en détail sur ce sujet. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire sur le nearshoring au Mexique. Donc, je tiens vraiment à remercier nos participants d'aujourd'hui, mais également tous nos intervenants. Donc, encore une fois, merci beaucoup Carlos Araujo de Rolatam Link. Merci beaucoup Lana Ravel de BPI France pour l'Amérique latine. Merci également à Béatrice Hernandez de l'ambassade du Mexique en France. Merci chaleureusement à tous les trois. Oui, merci Béatrice, merci Lana de partager cet espace avec nous. Merci Benjamin. Et merci Béatrice et Carlos, c'était un plaisir. Merci vraiment à vous. Donc, sachez que nos intervenants sont à votre disposition aussi, tous les participants voilà, de ce webinaire d'aujourd'hui. Et je vous invite encore une fois à vous inscrire sur Corilis où vous y retrouverez directement nos amis de Rolatam Link sur leur stand dédié Expert pays Amérique latine. Vous pourrez également me retrouver, moi et l'équipe d'Expansion, sur le Welcome Desk. Et je vous communiquerai bien entendu les coordonnées de nos intervenants. Je vais vous remettre le lien d'accès dans le chat. Voilà, écoutez, encore une fois, merci beaucoup. Pour terminer, muchas gracias a todos. Fue un gran placer tenerlos en este webinar. Et je vous dis à très bientôt. Muchas gracias. Au revoir à tous. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Merci beaucoup.